ce matin pour vous présenter notre beau projet. Merci de l'invitation d'ailleurs. Donc, je vais commencer par vous parler brièvement de Nutrinor, un petit peu de l'histoire du pacte agricole durable. Ensuite, on va regarder comment ça se passe à la ferme, les clés de la réussite selon nous pour que ça fonctionne. Et finalement, je vais vous donner quelques résultats d'où on en est rendu aujourd'hui. Donc, Nutrinor, très brièvement, c'est une coopérative dont le siège social puis les différents sites sont surtout situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous voyez là, les 4 domaines qu'on retrouve là, au niveau de l'agroalimentaire, agriculture, énergie et quincaillerie. Ce qui est le fun, entre autres, d'avoir l'agroalimentaire, pour nous, pour le PADN, on a la transformation du lait là, qui se fait qu'on peut par la suite utiliser le lait issu d'une agriculture durable et pouvoir offrir des produits aux consommateurs là, en lien avec ça. Là. Vous avez quelques chiffres aussi pour vous donner une idée d'ordre de grandeur. Fait qu'un peu d'histoire de où ça part, ça, le PADN. En 2009, là, c'est là que Nutrinor a décidé d'instaurer dans sa philosophie le développement durable en réécrivant sa mission, qui est devenue unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable sa richesse collective. Donc, l'objectif de ça, c'était, oui, de l'amener dans nos installations avec les employés, mais aussi de le descendre dans les fermes, dans nos membres producteurs. Fait que la première chose qu'on a essayé, c'est en 2014 et l'année suivante, en 2015 aussi, on a eu 2 cohortes qui étaient composées chacune de 8 producteurs. De la façon que ça se passait, c'était une firme externe qu'on avait engagée qui allait faire des diagnostics à la ferme en développement durable. Par la suite, il y avait des rencontres de groupe et tout ça là, pour en discuter, puis voir les avancements, puis où est-ce que ça s'en allait. On s'est rendu compte après 2 ans que c'était pas la bonne technique pour arriver à nos fins. Premièrement, à 8 producteurs par année, ça aurait pris une éternité à descendre ça dans nos fermes, là, les principaux producteurs. Puis deuxièmement, les commentaires qu'on avait de ces producteurs-là qui ont fait partie des cohortes, c'est que c'était trop axé sur le développement durable, que ça parlait pas assez d'agriculture, fait que ça leur parlait pas. Fait qu'on a dit, il faut passer à autre chose, on va réfléchir et tout ça. Fait qu'en 2016, on a changé notre vision pour devenir munir le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'une agriculture durable. Puis là, il faut dire qu'on n'avait aucune idée comment on allait y parvenir. Mais on l'avait écrit, on n'avait pas le choix. Le point tournant, il a été en 2019, là, à la mission exploratoire où le conseil d'administration, le comité de direction, des employés et certains producteurs aussi qui sont allés pour voir qu'est-ce qui se faisait en France et en Danemark. Là. Eux utilisent surtout la méthode IDEA pour les indicateurs de durabilité des entreprises agricoles. Et puis, quand on est revenu de ça, on a décidé que c'était ça qu'on voulait faire. Puis on y était avec la méthode IDEA Québec, là, qui est celle qui a été adaptée pour la région là, par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Fait qu'en 2020, début 2020, on a lancé le PADN là, au printemps. Puis les premiers diagnostics ont été faits là, plus tard à l'été. Petite définition de l'agriculture, je ne la lirai pas avec vous, mais c'est juste pour dire que, oui, l'agriculture durable, je pense que vous, aujourd'hui, vous connaissez tous c'est quoi, là, mais l'environnement, le social, le bien-être animal, mais aussi l'économique. Fait que notre agriculture durable, on y a été avec 3 piliers principaux, qui sont nos terres, notre monde et nos animaux. On n'a rien réinventé, là, on l'a juste mis à notre image. Puis chacun de ces piliers-là, ils ont des thèmes, puis encore des sous-thèmes là, qui sont reliés. Fait que vous les voyez là présentement, là, au niveau de nos animaux, c'est les animaux en santé là, qui passent par, entre autres, la biosécurité, le bien-être animal. Au niveau de nos terres, c'est santé des sols, gestion de l'azote, du phosphore et ces choses-là. Puis notre monde, là, on a, oui, les fermes rentables, là, on le sait, si on veut qu'ils soient encore là dans plusieurs années, il faut que ça soit rentable. Puis ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux producteurs, aussi les côtés économiques. Puis ça prend des gens pour y travailler. Et évidemment, là, les côtés sociaux au niveau territoire dynamique. Là. La carte des 40 indicateurs. On ne les passera pas tous, inquiétez-vous pas. C'est les 3 thèmes principaux. Là, donc, en haut à votre gauche, là, vous avez en lien avec la pérennité. Ensuite, le côté social et finalement, à droite, là, l'environnement. On le sait, là, quand on parle d'agriculture durable ou même de développement durable, la plupart des gens, c'est environnement qui leur vient en tête. Mais pour vous donner une idée, c'est 11 des 40 indicateurs seulement qui représentent l'environnement. Les étapes à la ferme. Donc, comment ça se passe? Il y a un producteur qui veut s'inscrire. Les inscriptions en passant sont gratuites et sont de façon volontaire. Fait que la première étape, premièrement, il ne faut pas qu'il s'attende qu'il va avoir un diagnostic dans la semaine suivante. On a quand même une bonne liste, là. Ça peut prendre un délai de jusqu'à 6 mois là, pour avoir le diagnostic.
Mais la première étape, c'est de poser le diagnostic avec la méthode IDEA Québec, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que ça, c'est fait par une conseillère en agriculture durable, donc moi ou ma collègue. Et ça se passe en 3 étapes. Il y a d'abord une rencontre avec le ou les producteurs à la ferme, où on va poser une panoplie de questions sur tous les sujets qu'on sait que ça inclut. C'est une rencontre qui peut durer jusqu'à 2 heures. Ensuite, les producteurs, chacun des actionnaires ou la relève qui s'implique, ils ont aussi un questionnaire individuel à remplir. Puis, dans le fond, ce sont des questions qu'on s'attendait qu'en face à face, on n'aurait peut-être pas les vraies réponses. Fait qu'on a pensé que c'était mieux qu'il y ait certaines questions, entre autres en lien avec la qualité de vie, la situation avec la relève, ces choses-là, qu'on pensait que c'était mieux qu'ils le fassent de leur côté de façon individuelle. Et finalement, on a aussi besoin de documents, là, comme entre autres le PAF et les états financiers que les fermes nous fournissent. Fait que quand on a tout ça, nous, on part, on est en mesure de poser le diagnostic et de donner des notes à chacun des 40 indicateurs. Par la suite, on retourne à la ferme pour une deuxième rencontre où on va leur présenter les résultats de chacun de ces indicateurs-là et on va mettre un plan d'action en place avec eux. Les actions qu'on retrouve dans leur plan, c'est vraiment eux qui vont les choisir. Fait que c'est pas nous qui va leur forcer à mettre des choses là-dedans, parce qu'on le sait, si on met des choses qui leur parlent pas, ça avancera pas. Fait que c'est vraiment selon certains points faibles. Il y a des points faibles qui vont décider d'assumer, puis il y en a d'autres qui vont vouloir travailler dessus. Ensuite, la mise en œuvre. Là, on a toute l'équipe d'experts conseils qui est composée d'agronomes et de technologues qui embarquent là-dedans pour pouvoir les aider. Fait qu'eux reçoivent le plan d'action, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire pour pouvoir les aider à avancer. Puis ça se fait dans leurs rencontres régulières avec eux autres. Ce n'est pas des rencontres particulières qu'ils font. Et finalement, le suivi annuel, qui est aussi fait par les experts conseils, fait que là, c'est une autre rencontre, une fois par année. On s'assied puis on parle un peu de ce qui s'est passé. Suite à ça, on va nous autres remettre quelques indicateurs à jour, là, une douzaine environ. Et on va leur remettre le bilan de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la dernière année, les actions s'il y a des actions à modifier, à changer, là, c'est tout le temps vivant. Puis tout ça, c'est bon 5 ans. Fait que le diagnostic va recommencer après 5 ans. Concrètement, le rapport, à quoi ça ressemble? Bien, vous avez chacun des indicateurs qu'on représente sous forme de diagramme à bande. On voulait que ça soit visuel, que ce soit facile de dégager les points forts et les points faibles. Puis ils sont classés de 1 à 5, 1 étant un risque pour la durabilité et 5, un atout. Fait que là, on en voit une dizaine qui est comme ça, là, mais en réalité, ils ont évidemment les 40 indicateurs. Et à la suite de ça, dans leur rapport, là, on retrouve les actions qu'ils ont décidé de mettre en place. Fait que vous avez quelques exemples ici-bas, là, puis on met aussi un horizon de temps 5 ans, parce que le diagnostic est bon 5 ans, fait que les derniers peuvent être jusqu'à 5 ans. Les clés de la réussite, bien, pour que ça fonctionne, que ça marche, que ça ne dort pas dans le tiroir, c'est sûr que ça prend certaines choses à notre avis. Fait entre autres, une équipe mobilisée. Fait que vous voyez un peu de qui est composée notre équipe. On a nos stagiaires qui viennent nous aider aussi en saison estivale. Puis, il faut en parler. C'est sûr que si on n'en parle pas, ça n'avancera pas, fait qu'il faut y croire. La deuxième clé, c'est l'engagement du client. Parce que c'est bien beau, il veut avoir son diagnostic, mais il faut qu'il fasse des choses ici. Il doit s'engager à vouloir à faire avancer son plan d'action. Fait qu'on a créé la charte d'engagement depuis le début. Fait que quand il s'inscrit, c'est la première chose qu'il va faire, qu'il va signer. Fait qu'on a les engagements de chacun des deux côtés, puis c'est signé par le producteur et aussi notre président à nous. Puis cette charte-là, on la laisse à la ferme. Il y en a même qui l'encadrent, qui mettent ça au mur. Ensuite, ça prend des objectifs, parce que on entend beaucoup de gens qui veulent faire du développement durable, qui en font, puis que finalement, on ne sait pas trop les résultats de ça, mais pour nous, c'est important de savoir de où on part, puis où est-ce qu'on s'en va, puis de se mesurer. Fait que les objectifs, c'est ça qui doivent être collés à la réalité des producteurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui choisissent les actions qu'ils mettent là, dans leur plan. Fait que si on met des objectifs que ça ne leur parle pas, nos objectifs ne bougeront pas. Ensuite, comme je l'ai dit, on a aussi l'avantage de pouvoir offrir des produits issus d'une agriculture durable. Fait que c'est sûr qu'il faut que ce soit des choses qui parlent aux consommateurs. Et finalement, ça doit être réalisable. Là. S'ils sont trop ambitieux, on va juste démoraliser les troupes. Fait que je vais vous les présenter, nos 6 objectifs qui ont été durs. Là. Ça a nécessité beaucoup de discussions, je peux dire, mais finalement, ça a été approuvé par le comité de direction et le conseil d'administration. Fait que le premier, c'est atteindre une rentabilité supérieure à la moyenne provinciale pour au moins 70 % des entreprises inscrites au BADN. Après la première année, on était à 38 %. Ensuite, deuxième, mise en place d'un plan d'action en santé-sécurité dans toutes les fermes inscrites. Après la première année, 73 % des fermes, il y avait une action en santé-sécurité. Ensuite, on veut diminuer de 25 % l'utilisation des pesticides nocifs pour l'environnement. Là, on ne parle pas de quantité de pesticides. Nous, on va vraiment regarder les indices de risque liés aux pesticides pour la santé et l'environnement. On a calculé l'année 1 de où on partait,
Fait que par hectare, on a 216 pour l'environnement et 105 pour la santé. Ensuite, on veut des sols couverts au moins à 75 de la superficie pour diminuer l'érosion, 74 pour la première année. On veut des espaces pour favoriser la biodiversité, fait que bandes riveraines, haies brise-vent, les îlots boisés, ces choses-là. 26 après la première année. Et finalement, pour au niveau du bien-être animal, une cote de A qui représente 80 On était à B- à 64. Vous êtes chanceux, on vient de refaire de mettre à jour nos objectifs pour l'année 2. Fait que vous voyez un peu comment ça a évolué. Fait que ceux en vert se sont améliorés. Puis on en a 2 aussi qui ont légèrement dégradé. Au niveau des pesticides, on aurait aimé que ce ne soit pas le cas, mais on n'est pas surpris parce que la première année, on avait un pourcentage assez élevé de producteurs biologiques. Ces producteurs-là sont toujours là, mais avec l'ajout de nouveaux producteurs, bien, le pourcentage a diminué. Sinon, on a un petit peu aussi diminué dans la biodiversité. Un autre pilier de la réussite, bien, il faut que la démarche elle soit vivante. Fait que nous, on l'a intégré dans notre planification stratégique. Fait qu'on a vraiment une orientation qui est liée à l'agriculture vivante, qu'on va voir au moins 3 fois par année. Ensuite, bien, il faut parler d'agriculture durable. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les fermes, mais aussi entre nous. Fait que toutes nos rencontres qu'on fait, les rencontres d'équipe de vente, des coordonnateurs, comités SST, ces choses-là, on a toujours un point agriculture durable. Bien, il faut aussi offrir des formations aux clients. Si on veut qu'ils avancent, bien, il faut les aider. Et on a aussi monté un comité recherche et développement à même Nutrinor qui est composé de 2 experts conseils, un en animal et un en végétal, de moi-même et un représentant du MAPAC et d'Agrinova. Notre comité SST, bien, on essaie de faire environ une rencontre par mois. Puis c'est pas SST, excusez, R&D. R&D, c'est environ une rencontre par mois. Puis c'est dans le fond pour pouvoir faire des projets assez rapidement. C'est jamais des grosses choses très compliquées, mais de pouvoir avancer des choses rapidement au niveau de la région. Fait que quelques projets en cours, là, on a entre autres la Sylphie qu'on a implantée l'année dernière pour voir comment on va se comporter avec la survie à l'hiver, mais aussi au niveau alimentaire. Ça va être quelque chose qui va pouvoir être intéressant. On fait le dépistage de vers de fil de fer pour la pertinence des traitements de semences avec les insecticides. On l'a fait l'année dernière, on le refait encore cette année. Au niveau de diminution des gaz à effet de serre chez les bovins, on sait que c'est les plus grands émetteurs, fait qu'on fait partie de beaucoup de projets aussi en lien avec ça. Projet insectes, ça, c'est pour avoir de la protéine animale régionale qu'on instaurerait dans nos moulins. Ça, c'est présentement en cours avec des essais dans le poulet de grill. Et finalement, des alternatives à l'atrazine, qui est un pesticide qu'on utilise encore un peu trop dans la région. Et notre dernière clé de la réussite, bien, ça prend du personnel formé pour pouvoir aider les producteurs. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tellement de formation qui existait de ce qu'on voulait offrir. Donc, on a décidé de monter l'Académie Nutrinor. Fait que c'est des formateurs crédibles. Cette année, c'est pas mal avec l'Université Laval qu'on travaille. Bien, cette année, pour les 18 premiers mois, on a 3 sessions avec eux. Ensuite, c'est aussi en fonction des besoins des experts conseils. Fait qu'on les a consultés, savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous aiderait à aider vos producteurs. C'est aussi en lien avec le plan d'action des producteurs, donc les actions qui reviennent régulièrement, qui sont populaires, puis aussi les objectifs globaux de Nutrinor. Les formations sont accréditées par les autres professionnels, c'est super. Et puis, pour nous, c'était important que les nouveaux experts conseils qui se joignent à nous, bien, éventuellement, puissent aussi resuivre ces formations-là. Fait que concrètement, à ce jour, où est-ce qu'on en est? 119, c'est plus vrai, c'est 120. J'en ai eu une nouvelle mardi. Fait que 120 inscriptions, on peut dire. La majorité en production laitière, pas une surprise, c'est la production quand même la plus présente dans la région. Sinon, bien, vous voyez un peu la répartition pour chacune des autres. La production maraîchère, beaucoup de pommes de terre puis de bleuets sauvages, évidemment. Grande culture, avicole. Un producteur de veau de grain, ça va être difficile d'en avoir de plus qu'il n'y en a pas d'autres dans la région. Ça va rester comme ça. Aujourd'hui, on a un peu plus on est rendu à environ 70 diagnostics, mais j'avais compilé les données après 64 là, pour vous présenter quelques chiffres intéressants. Fait que des 64 premiers diagnostics, on a 98,5% des producteurs qui aiment leur travail. Fait que c'est une bonne nouvelle parce que c'est sûr que si tu n'aimes pas ça, tu ne seras pas là encore dans 5 ans. On a 90% des fermes qui ont une relève identifiée à horizon 10 ans. Donc, ça veut dire que au moins, dans les 10 prochaines années, soit qu'ils sont encore présents sur la ferme, ou soit qu'ils ont une relève qui est déjà identifiée qui va prendre leur place. Ensuite, on a 21%
des fermes qui sont équipées face aux 4 des 5 principaux grands risques en SST à la ferme. Fait que les 5 risques principaux en SST, c'est la manipulation des animaux, des produits dangereux, la présence de machinerie, travail en espace clos et travail en hauteur. J'ai sorti la statistique pour 4 des 5 parce qu'il y a quand même plusieurs fermes qu'on ne retrouve pas les 5. Là. Par exemple, les producteurs biologiques qui n'ont pas de pesticides, producteurs de grandes cultures n'ont pas d'animaux. Mais 21 %, c'est vraiment un point élevé. Là, fait qu'on voit qu'il y a de l'amélioration possible à faire à ce niveau-là. 1,6 % qui est la marge de sécurité moyenne de nos 64 fermes. C'est pas très élevé non plus. Hein. On sait qu'idéalement, on veut que ça soit au moins à 2 %. Fait qu'il y a aussi du travail à faire avec ça. Nos 64 fermes vont nourrir jusqu'à 167 534 personnes, parce que quand on fait le calcul, on va le calculer selon le besoin moyen d'un Québécois annuel en protéines et en énergie. Le chiffre que je vous ai sorti, c'est celui en protéines. Bien, premièrement, parce que je voulais les impressionner, c'est le plus grand des deux. Mais c'est surtout parce que la majorité de nos producteurs sont des producteurs laitiers, comme vous avez vu, puis il y a plus de protéines dans le lait. Ensuite, on a 80 % des fermes qui désirent agir sur la réduction des positifs nocifs. C'est une bonne nouvelle, ça va aller dans le sens de nos objectifs. 12,6 le nombre moyen de congés par année, pas tellement, hein? Et les 64 fermes vont émettre 98 541 tonnes de CO2. C'est les émissions nettes, fait que les captations ont été retirées. Puis de ce chiffre-là, 83 %, un peu plus de 83 % provient des animaux, quand je disais que c'était le poste le plus grand émetteur. Et finalement, vous présentez quelques actions pas quelques actions, mais la répartition des actions qui ont été prises. Fait que dans nos 64 fermes, on a un total de 633 actions. Ça fait pas mal une moyenne d'une dizaine d'actions par ferme, là, si vous posiez la question. Dans nos 3 grands thèmes, fait qu'au niveau de la pérennité, on a 298 qui sont pas mal répartis selon les 4 sous-thèmes assez égales. Là. Il n'y en a pas un qui ressort plus fort que les autres nécessairement. Pour la dynamique territoriale, c'est le plus faible des 3 thèmes avec 79 actions. Mais par contre, le bien-être animal, on voit que c'est vraiment lui qui ressort de ce côté-là. Et finalement, pour préserver les ressources, 256. Et là, on a notre champion des sous-thèmes avec l'environnement et la préservation. Fait que ça, c'est sûr que ça inclut la gestion des déchets, de l'azote, du phosphore, la réduction des pesticides, toutes ces choses-là. Fait que c'est pas surprenant quand même de le voir de ce chiffre-là. Puis c'est super intéressant parce que les producteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les force pas à mettre aucune action. Fait que ça, c'est vraiment des choses que les autres ils veulent travailler puis qui leur tient à cœur. Fait que c'est le fun de voir ça. Fait que ça met fin à ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis prête à les prendre.